Bon, eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus à cette conférence de presse de lancement de ma campagne présidentielle pour le compte du mouvement politique République souveraine. La campagne a été de facto lancée et déclarée la semaine dernière avec une publication dans Marianne. En tout cas, merci d'être là. On a pris un peu de retard et je vais essayer de compenser. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre, et le 20 septembre 1792, c'était la bataille de Valmy. L'Europe, alors, était coalisée contre la France. Un système refusait qu'un nouveau système naisse. C'était le TINA d'alors, There is no alternative, et il se manifestait non pas par des décrets de la Commission européenne, mais par des troupes en chair et en os, prussiennes en l'occurrence, menées par le duc de Brunswick. Le 2 septembre, Verdun tombait, la patrie était en danger, Danton s'agitait, sauver la patrie. Il déclarait alors, pour sauver la patrie, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Il y a eu les décrets pour les armées, de réorganisation, et c'est là que sont partis les conscrits de l'an 2. Souvent sans formation, pas toujours bien armés, mais avec la foi d'être des citoyens en train de créer une nation. Et ils ont défait ce jour de Valmy, les troupes coalisées. Ce fut une détonation géopolitique, noté par Goethe, qui se trouvait ce jour-là sur le champ de bataille et qui déclara que de ce jour, une nouvelle ère s'ouvrait dans le monde. Et il avait bien raison. Car cette victoire inespérée, alors que Brunswick avait déjà fait afficher dans les rues de Paris ses oukases, demandant le retour de Louis XVI, sous menace de punitions sévères contre le peuple de Paris, eh bien, cette victoire permit le 21 septembre l'abrogation de la monarchie et le 22 septembre, la proclamation de la République. D'ailleurs, si jamais j'étais élu, le 22 septembre deviendrait une fête nationale, car il est fort étonnant que c'est notre patrie qui a inventé l'État-nation, qui a lancé ses lumières dans le monde. Les systèmes politiques en Occident fonctionnent toujours sur ce qui est né dans ce quartier, il y a plus de 200 ans, et pourtant, nous sommes le seul pays qui ne fête pas la proclamation de la République. C'est tout à fait étonnant. Alors, ce lieu est chargé d'histoire, il n'a pas été choisi sans raison, c'est le Procope. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, ici, avant la Révolution française, c'est d'ici que brillaient les Lumières. Ici se réunissaient d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire. C'est pour ça que vous avez tant de citations des uns et des autres au mur. Ce n'est pas un effet juste de décoration. C'est ici que se réunissaient les encyclopédistes. Et puis plus tard, quand commença la Révolution française, avant que les Jacobins ne se réunissent au couvent des Jacobins, avant que les Cordeliers ne se réunissent au couvent des Cordeliers, qui n'est pas très loin, eh bien c'est ici qu'ils se réunissaient. Dans cette rue habitait Camille Desmoulins. Au bout de cette rue, là où se trouve aujourd'hui la statue de Danton, se trouvait son appartement. Et nos actes, aujourd'hui, nos actes politiques s'inscrivent dans un roman national que nous faisons nôtre. Ce n'est bien sûr pas seulement celui de la Révolution française. Nous le remontons très loin, peut-être jusqu'à la bataille de Bouvines, où naquit la nation française. Mais c'est important de le rappeler, car c'est une histoire qui malheureusement se perd. Ma candidature sera une candidature où je ferai l'effort de dire la vérité sur la situation politique dans laquelle est notre pays. La réalité, c'est qu'il est absolument impossible d'agir, quel que soit celui ou celle qui serait élu. Dans les conditions actuelles de fonctionnement des institutions nationales et européennes, il ne serait pas en mesure d'agir. Éric Zemmour se fantasme en Charles Martel boutant les Sarrasins hors de France. Marine Le Pen s'imagine faire le grand écart entre ses positions d'avant et une position très classique
libérale. Madame Hidalgo souhaite doubler le salaire des enseignants. Xavier Bertrand veut faire tout un tas de choses, mais tous ont les mains liées. D'ailleurs, Xavier Bertrand a déclaré le lendemain, je crois, de sa déclaration de candidature au journal de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire le journal de Francfort, donc de l'ordolibéralisme, a déclaré que le traité d'Aix-la-Chapelle lui convenait en tout point et que c'était parfait, bel et bon. Et donc on se demande bien en quoi il changerait quoi que ce soit à la politique menée par Emmanuel Macron. La réalité donc, c'est que le droit communautaire prime sur le droit national. De nombreuses dispositions le permettent. Et cela permet de s'attaquer à ce qui est né un peu ici, c'est-à-dire l'État-nation. C'est-à-dire cette idée que les citoyens vont élire des représentants ou par la voie référendaire vont choisir leur destin et prendre leur destin en main. C'est s'attaquer donc à la régulation. Et nous nous trouvons dans une période tout à fait étonnante où une organisation supranationale, l'Union européenne, mais pas seulement celle-ci, également l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et bien évidemment tous les traités, ou presque, de libre-échange, qui, soit dit en passant, parlent fort peu d'échanges et pas du tout de liberté, eh bien, sont coalisés pour casser les régulations et interdire aux États qu'une petite oligarchie mette la main sur le bien public et s'accapare les fortunes colossales sur le dos des citoyens. Je m'opposerai à cette Union européenne qui empêche d'agir, et bien évidemment, je ne suis pas, et ARS, nous ne sommes pas des gens qui veulent se refermer sur des frontières nationales, nous sommes bien évidemment pour des coopérations bilatérales, internationales, mais nous sommes pour une Europe des nations, une Europe des peuples, avec des États indépendants qui s'occupent d'abord, bien évidemment, de l'intérêt de leur pays et de leurs citoyens. De fait, la souveraineté sera le grand thème de cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, ce mot est sur toutes les bouches, même celle de Macron. Alors qu'il y a 2 ans, c'était un gros mot. Il y a 2 ans, nous créions République souveraine et nous sommes ravis que ce terme soit revenu sur le devant de la scène politique. Tout le monde en parle, mais bien peu font et agissent en ce sens. Car Macron, ne l'oublions pas, son souhait est de bâtir une souveraineté européenne, c'est-à-dire d'accélérer les transferts de souveraineté de la France vers l'Union européenne, et il s'y applique avec une grande célérité, tout en parlant de souveraineté. Même M. Michel Barnier, l'européiste des européistes, de bon teint, pense qu'il faut une souveraineté juridique. On pourrait lui poser la question, mais qu'est-ce que c'est une souveraineté juridique, puisque si ce n'est rompre avec l'Union européenne, étant donné que l'Union européenne n'est qu'un construit juridique et n'est pas faite de marbre. Récemment, tout le monde a déploré l'échec de la vente par Naval Group des sous-marins à l'Australie, qui suit toute une série d'échecs du même ordre qui nous sont imposés par les États-Unis. On pensera à l'affaire du Mistral et des 50 hélicoptères Caracal que nous devions vendre en compensation à la Pologne, et bien évidemment, 2 semaines après, la Pologne achetait des Black Hawk. Je ne sais pas ce que se sont dit hier soir M. Biden et notre président de la République, mais je pense que M. Biden a dû bien rire de la souveraineté telle que la conçoit M. Emmanuel Macron, car c'est quelque chose qui doit se défendre fermement. Donc tout le monde parle de cette affaire, mais tout le monde reste dans un atlantisme qui fait de la France un État vassal des États-Unis. La crise que nous venons de traverser, celle de la Covid, a été un révélateur pour les Français. Combien nous étions appauvris de facto industriellement, incapables de réagir, ne serait-ce que pour faire des masques. Nous avions un gouvernement qui a été obligé de mentir, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il était incapable de les produire, qu'il n'y avait plus de stock. Les Français se sont alors rendus compte, avec effroi, que plus de 900 médicaments, tous les ans, sont régulièrement en pénurie, et en particulier des médicaments nécessaires dans les salles de réanimation. Combien en sont morts, faute de soins? Donc dès lors, la souveraineté est revenue dans toutes les bouches, mais
Je rappelle que la souveraineté, c'est la compétence des compétences. C'est ce qui est sine qua non. Et donc notre réponse à cette situation, et ce sera le mot d'ordre de cette campagne, ce sera « reprenons le contrôle ». Pour nous, reprendre le contrôle, c'est refuser cette étrange défaite dans laquelle nous plongent nos élites depuis 40 ans. C'est voir la France avec les yeux de l'amour et non pas avec répugnance. C'est considérer la France comme ce qu'elle est réellement, comme une grande puissance. N'avons-nous pas la deuxième surface maritime mondiale? N'est-ce pas crucial dans la course aux ressources qui s'engage actuellement et déjà les guerres aux ressources? N'avons-nous pas la troisième langue d'influence dans le monde? Ne sommes-nous pas une des 4 nations cadres dans la conquête spatiale? Nous avons le nucléaire, et même si Emmanuel Macron s'y est attaqué en vendant Alstom, en arrêtant les recherches comme le projet Astrid sur les réacteurs de 4e génération, nous sommes une des premières puissances nucléaires au monde. Et face à la raréfaction de l'accès aux ressources hydrocarburées, c'est bien évidemment un élément de puissance pour l'avenir. Que dire de l'agriculture, qui a été la richesse et la puissance de notre pays pendant des siècles? Il ne tient qu'à nous que d'en faire un élément de force dans un contexte où la révolution verte des années 70 et 80 va s'effondrer et où le monde va se trouver dans une situation de difficulté par rapport à l'accès à l'alimentation. Nous avons encore une des meilleures industries de défense au monde, même si elle est abandonnée par nos gouvernants. Et puis nous avons une histoire, ces lieux en parlent suffisamment. Nous avons un génie français et nous pouvons organiser une mobilisation générale autour d'un destin commun. Il nous faut reprendre le contrôle, c'est-à-dire dire stop à l'impuissance et croire à notre peuple et au destin de la France. Reprendre le contrôle, c'est refaire un État fort, sans lequel il sera impossible d'agir. C'est un État stratège, un État planificateur, qui organisera la réindustrialisation et la transition écologique et la coordination entre les deux. C'est un État qui oriente, qui soutient, qui aide, et non pas un État de fichiers Excel à flux tendu et avec une administration tatillonne. Et c'est un État qui régule, qui se donne les moyens de son action. Qui se régule, ça veut dire qui est fort face aux puissants et juste pour les plus faibles, et non l'inverse, comme c'est beaucoup trop le cas actuellement. Reprendre le contrôle, c'est respecter la démocratie qui est née dans ces lieux mêmes, qui a été pensée ici, sur ces tables où vous êtes assis. Et donc c'est redonner le pouvoir au peuple. Et d'ailleurs le peuple le demande. Là, le mouvement des Gilets jaunes comportait une revendication centrale, quelles que soient les tendances des uns et des autres, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. La demande a été doublée très récemment lors des régionales, avec plus de 70% d'abstention. C'était un choc démocratique profond. Est-ce que cela souligne l'inadaptation des Français à la vie politique, comme le disait Alain Duhamel, en représentant pur et parfait de l'oligarchie? Ou est-ce plutôt l'inadaptation croissante des élites à la démocratie? Ce mouvement de rejet de ce qu'est la politique aujourd'hui n'est pas la faute du peuple. Le peuple, en 2005, s'est occupé de politique, alors que toute la caste, ou quasiment toute la caste politique et médiatique, appelait à voter oui, et menaçait la France des 10 plaies d'Égypte si le non l'emportait lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Eh bien, le peuple, y compris dans ses quartiers les plus populaires, a lu un texte particulièrement abscon, se l'est accaparé, on a débattu pendant des mois, et la surprise de la démocratie a fait que le non l'emporta d'une manière magistrale par plus de 55%. D'ailleurs, comme dans tous les peuples, chez tous les peuples européens, à chaque fois qu'une question est posée par l'Union européenne, les peuples européens, aussi différents soient-ils, prenons par exemple les Hollandais ou les Grecs, votent non. Il doit bien y avoir une raison quelque part.
Je laisse M. Alain Duhamel réfléchir à quelle pourrait être cette raison. Après ce vote, la gauche et la droite du gouvernement s'est réunie à Versailles. Quel symbole, non pas au Procope, de toute façon il n'y aura pas eu assez de place, pour s'asseoir sur la décision populaire et entériner un traité de Lisbonne qui est la copie conforme de ce traité constitutionnel européen que rejeta la France. Et ainsi, petit à petit, nous nous asseyons sur notre Constitution. Je rappelle que la souveraineté n'est pas un gros mot, c'est le titre premier de la Constitution de la France, de la souveraineté. L'article second est assez clair, il se termine par son principe, c'est-à-dire le principe de la République, et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On ne peut pas être plus limpide. L'article 3 déclare que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Pour nous, reprendre le contrôle, c'est remettre le peuple à sa juste place et refaire nation autour de notre Constitution. Si je suis élu président, la première action que j'engagerai sera un référendum afin que, en demandant au peuple français s'il souhaite que le droit national prime sur le droit communautaire, afin de nous donner les moyens d'agir et de remettre en cause la primauté des normes européennes et de la Cour de justice de l'Union européenne. Reprendre le contrôle, c'est également, bien évidemment, défendre la République sociale et l'héritage du Conseil national de la résistance dans lequel nous nous inscrivons et de son magnifique programme des jours heureux. Il n'y a pas si longtemps, le numéro 2 du MEDEF, un certain Denis Kessler, un des plus grands patrons de France, qui, si je ne m'abuse, dans sa jeunesse, fut un gauchiste, excité, parlant de révolution prolétarienne, armée, a clairement déclaré, et très fort honnêtement, un jour de 2007, dans la revue Challenge, que le programme, l'objectif, était de récupérer ce qu'il nous avait pris avec le Conseil national de la résistance, il étant le peuple. Et Macron, Adolphe Thiers des temps modernes, est le représentant assez réussi de ce programme oligarchique. C'est son projet. La destruction des services publics, de la sécurité sociale, des retraites, de la puissance de la France, de l'assurance chômage, du code du travail, de l'hôpital, etc., etc. La liste de l'effondrement est terrible. Et elle a des conséquences. Notre pays se caractérise par le fait que c'est la 5e puissance mondiale. Nous sommes un pays riche. Et pourtant, nous avons dépassé les 10 millions de pauvres. 10% de la population est au chômage, 20% de ceux qui travaillent sont précaires, mais de l'autre côté, les 0,1% les plus riches se sont enrichis de 429% en 10 ans. Chaque année, le CAC 40 et les 500 fortunes de France brisent de nouveaux records. Macron devrait être content, il pourrait leur donner des médailles. Ils sont, je crois, encore meilleurs que nos athlètes. Je pense qu'il est très satisfait de leur réussite internationale dans ce domaine. Nous sommes largement premiers, même devant les États-Unis, ce qui est un exploit. Tout ça est juste un transfert du bien public vers le privé. C'est une destruction sans fin. Si nous prenons le pouvoir, nous engagerons une réforme profonde de la fiscalité afin de remettre la justice, revendication centrale des Gilets jaunes. Je parle de la justice fiscale et nous engagerons une lutte sans merci contre la corruption qui gangrène notre pays et détruit de plus en plus de citoyens, y compris dans les classes moyennes. Reprendre le contrôle, cela permettra à notre peuple d'arrêter ce qui a été engagé depuis 40 ans et de se lancer des objectifs ambitieux, de faire de notre pays le premier pays pour la santé dans le monde,
Pas le 5e, pas le 7e, pas le 3e, à nouveau le 1er. C'est de rendre à notre école sa grandeur républicaine d'avant. Une école méritocratique qui assure l'ascenseur social et qui a les moyens pour le faire. Et pour cela, eh bien, nous irons le chercher, celui qui demandait à ce qu'on vienne le chercher, pour reprendre ce qui a été pris. Reprendre le contrôle, c'est également refuser l'ingérence idéologique anglo-saxonne dans notre société. Nous refusons le communautarisme, qui est une gangrène pour notre pays et dont le développement serait suicidaire pour notre nation. La France est laïque sans adjectif, et notre objectif, c'est de refaire des Français avec tous ceux, quelles que soient leurs origines, en appliquant le principe d'assimilation républicaine. Reprendre le contrôle, c'est lutter contre le délitement de la France par l'insécurité, qui frappe d'abord les quartiers populaires, car ne nous y trompons pas, les puissants et l'oligarchie ont toujours les moyens de se protéger. De la même manière qu'ils ont les moyens de se soigner mieux. De la même manière qu'ils ont les moyens de s'assurer une éducation pour leurs enfants. Ils n'ont pas besoin des services publics. Donc peu leur chaud que ces services publics soient détruits. La sécurité est un bien du peuple. Et contrairement à ce que disent certains, reprendre le contrôle, c'est affirmer qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie en société sans sécurité. Nous appliquerons donc une tolérance zéro, en particulier contre ceux qui s'attaquent d'abord aux personnes. Il est intolérable que dans notre pays, des gens puissent être battus, assassinés, des femmes violées en un nombre considérable chaque jour, sans que cela entraîne de sanctions réellement sérieuses et laisse une impression d'impunité que nos citoyens ne supportent plus. Reprendre le contrôle, c'est également réguler l'immigration. Je le répète, il y a 10% de chômeurs, 20% de travailleurs précaires. Au sein de la population immigrée hors Union européenne, c'est 20% de chômage et 47% de pauvreté. Qu'est-ce que c'est que cet accueil-là? À quoi ça sert d'accueillir des gens pour qu'ils finissent sous les ponts autour de Paris? C'est indigne ce qui se passe au nord de Paris et sur les différentes portes de notre capitale. Indigne. À quoi ça sert, avec autant de chômage, d'avoir 600 000 travailleurs détachés déclarés? Je ne sais pas combien ils sont non déclarés. À qui cela profite? L'immigration aujourd'hui est aussi importante que dans les années 60, alors qu'il n'y a pas de plein emploi. Ça n'a aucun sens et il faut y mettre un terme en régulant l'immigration et bien évidemment en limitant d'abord l'immigration économique et en travaillant à l'intégration des immigrés et de leurs familles déjà sur le sol national afin qu'ils soient des Français comme les autres et qu'ils ne soient pas frappés par l'inégalité. Nous refusons l'exploitation par quelques-uns de cette masse de citoyens et nous refusons la concurrence entre les travailleurs. Reprendre le contrôle, c'est réduire la fracture entre les territoires. On ne peut pas avoir une France à 2, 3 vitesses, comme c'est le cas actuellement. Comment peut-on supporter cette diagonale du vide? Je ne sais pas si vous allez dans cette partie de la France, mais tout semble à l'arrêt. C'est le désert médical, c'est le désert administratif, c'est le désert pour le travail, c'est le désert de l'espoir. Eh bien, nous changerons cela. D'abord, en nous attaquant en supprimant la loi NOTRe et cette idée imposée par l'Union européenne des euro-régions. Le bon triptyque administratif pour la France, c'est la nation, le département et la commune. Pour réaliser cette égalité territoriale, nous commencerons par mettre des trains partout en France. Il ne doit pas y avoir 1 kilomètre de rail posé dans ce pays sans qu'il y ait de trains qui roulent dessus. Nous rouvrirons les gares qui ont été fermées dans les bourgades. Ce sera un immense levier de développement des territoires et de relocalisation tant industrielle que de la population. C'est la base du réveil de nos territoires. Et bien évidemment, une attention toute particulière devrait être faite pour les Outre-mer. Il est indigne qu'à Mayotte, qu'à La Réunion, qu'à la Guyane,
et qu'ailleurs, nous considérions que nos compatriotes soient des Français de seconde zone, qui parfois vivent dans des favelas, n'ont pas accès à l'eau et une éducation digne de ce nom. C'est inacceptable et si nous ne le faisons pas, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que certains veuillent leur indépendance. On est Français partout ou on ne l'est nulle part. Reprendre le contrôle, c'est réindustrialiser la France. En faisant la transition écologique, je le disais, et en coordonnant l'un et l'autre. Sans punir, mais en accompagnant. Ça ne sert à rien de mettre 120 milliards dans des soi-disant énergies renouvelables comme les éoliennes. Il aurait peut-être fallu mieux, par exemple, prendre 40 milliards pour aider nos concitoyens à arrêter le chauffage au fioul. 4 à 5% de perte d'émissions de gaz à effet de serre. Rien que par cette mesure. Les citoyens payent 10%, l'État paye 90% et tout le monde s'y retrouve. C'est une étrange défaite, car nous pourrions avoir une industrie pharmaceutique digne de ce nom. Mais non, nous n'avons pas de pôle national du médicament faisant des médicaments à brevet national ou des vaccins à brevet national. Tout est privatisé. Pourquoi avoir abandonné Alcatel? Pourquoi avoir détruit nos conglomérats? Pourquoi avoir abandonné Technip, fondamental pour l'exploitation sous les mers et des ressources? Pourquoi avoir encore récemment abandonné Latécoère aux Américains? Latécoère, c'est une histoire, c'est une entreprise qui a fait, entre autres, Air France, c'est Saint-Exupéry. Encore l'histoire, c'est important, mais ce n'est pas que l'histoire, c'est l'avenir. Latécoère est une des entreprises leader mondial dans le LiFi. Nous sommes ici, certains connectés tous en Wi-Fi, c'est-à-dire que les messages numériques sont portés par les ondes radio, et bien là, c'est par les ondes lumineuses, c'est-à-dire beaucoup plus rapides. Quelle est l'intelligence de brader une entreprise stratégique de cette ampleur? Mais si l'on revient à quelque chose de plus traditionnel, le vin, nos vignerons. J'ai un excellent ami vigneron, je le salue, car en ce moment commencent les vendanges, et en plus, il a eu la naissance de son fils, ce qui est assez remarquable pour un vigneron, de faire coïncider les deux au même moment. Eh bien, ce vigneron m'explique que ce que nous savons tous, la France est une des premières nations viticoles, mais les cuves dans lesquelles il transforme le vin sont fabriquées en Italie, qui est bien plus compétitive maintenant que nous en termes d'industrie. Les tracteurs sont fabriqués en Allemagne ou ailleurs, et même les levures chimiques, il n'en utilise pas. Je ne voudrais pas l'insulter, il fait des levures naturelles, mais les levures chimiques sont fabriquées au Danemark, comme chacun le sait, est une immense puissance viticole. Pourquoi cet abandon? Quel sens est-ce que cela peut avoir? Et les microprocesseurs, tout le monde vient de se rendre compte que, oh mon Dieu, la loi du marché pur et parfait et d'économie à flux tendu ne fonctionnait pas. Et on se retrouve avec une impossibilité d'avancer. Pourtant, nous avons une entreprise franco-italienne, mais elle est encore un peu française, ST Microelectronics. Alors bien sûr, nous avons perdu du temps. Nous ne sommes pas capables de graver des microprocesseurs aussi précis que ceux qui sont faits en Chine, à Taïwan ou en Corée, mais nous avons la capacité de reprendre le flambeau, d'y travailler et, dans quelques années, d'avoir les mêmes capacités. Mais tout de suite, nous pourrions avoir des usines réinstallées en France qui servent nos industries. Que dire de l'espace, du cyber, du numérique? Il y a tellement de choses à faire dans ce pays qu'on se demande pourquoi ça n'est pas fait. Et le nucléaire, la transition écologique, et en particulier la lutte contre la crise climatique, qui est un des problèmes premiers de l'humanité dans son ensemble, passe nécessairement par l'abandon des hydrocarbures et donc par le nucléaire. C'est folie que de vouloir l'abandonner, c'est folie que de ne pas investir. Si je suis élu président, les projets, bien évidemment, le projet Hercule sera abandonné. L'ensemble de la filière énergétique sera nationalisé
mis sous un même chapeau et les moyens seront donnés au nucléaire pour se renforcer, pour rayonner et pour être la première nation nucléaire au monde. Il est inadmissible que les Chinois nous aient dépassés et ouvrent la première centrale au thorium. Nos centrales nucléaires fonctionnent pour le moment à l'uranium, que nous allons chercher bien loin. Le thorium, il y en a en France, en particulier en Bretagne. Ce n'est qu'un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Nous avons une nation d'ingénieurs, nous avons une nation d'artistes, nous avons une nation de penseurs, de bâtisseurs, de créateurs. Il faut réunir nos forces, et en particulier celles de la jeunesse, pour avancer. Et reprendre le contrôle, c'est également cela. C'est redonner l'espoir à la jeunesse. La crise de la Covid, bien sûr, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de morts, des dizaines et des dizaines de milliers de malades graves sur des décennies. On les oublie malheureusement un peu trop. Mais la première victime sociale du Covid, ce sont les jeunes. Ils ont été sacrifiés. C'est toute une génération qui aura du mal à trouver un emploi. Ce sont des jeunes qui finiront pas leur diplôme. Ce sont des jeunes qui ne réussiront pas à s'installer, qui fonderont une famille plus tard, qui auront des difficultés à vivre dans un contexte de crise économique et sociale. Ils sont abandonnés. Nous mettrons en place un principe d'expérimentation afin de soutenir les initiatives, les idées des jeunes pour qu'ils créent le monde de demain. Également, nous remettrons en place un service national, et puisque aujourd'hui c'est Valmy et que c'est une grande victoire des conscrits, nous remettrons un service national à composante militaire d'1 an, obligatoire, mixte, rémunéré sur l'ensemble du territoire. Enfin, reprendre le contrôle, c'est redonner à la France sa place dans le monde. C'est une France indépendante, c'est une France qui retrouve les moyens de ses déploiements militaires stratégiques sans devoir dépendre des États-Unis. Donc c'est une France qui, au minimum, sort du commandement intégré de l'OTAN. Et si j'avais été président, dans le cas présent de l'affront qui a été fait à la France sur la vente des sous-marins, de la non-vente des sous-marins à l'Australie et de nous voir le contrat à nouveau piqué au nez à la barbe par les Américains, je n'aurais pas seulement rappelé les ambassadeurs, j'aurais unilatéralement fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN pour reprendre une politique gaullienne. Il n'y a effectivement pas d'amis entre les nations, il y a des intérêts, et De Gaulle avait bien raison. Nous n'avons pas d'ennemis, et nous souhaitons la coopération scientifique, commerciale, intellectuelle, culturelle, amicale, amoureuse, avec tous, mais nous saurons défendre nos intérêts. Enfin, pour terminer, un petit mot sur ma personne et sur République souveraine. Je suis issu de la société civile, je ne suis pas très connu évidemment. Je suis actuellement salarié et le resterai pour le moment en entreprise. J'ai une expérience, des expériences originales dans la vie. Et c'est ce qu'est République souveraine. République souveraine est un regroupement de citoyens qui tous ont des enfants, travaillent, ont des expériences. Nous avons des syndicalistes, des anciens vice-présidents de Thales. Nous avons l'ensemble de la société. Nous avons des gens qui viennent de la gauche. Nous avons des gens qui viennent de la droite. Nous avons donc des gens qui font France. Et avant que d'avoir un candidat, en ma personne, nous avions un programme, contrairement à quasiment tous les autres candidats. Ce programme a été élaboré en commun, travaillé, amendé, réfléchi pendant des mois. Il est opérationnel. Vous pouvez le voir dans sa forme simplifiée sur notre site, avec la charte et le texte d'orientation programmatique. Et au long de la campagne, nous sortirons des éléments programmatiques plus fournis pour soutenir l'argumentaire sur tel et tel sujet. Notre objectif, c'est d'entrer en rupture avec ce qui s'est fait ces 40 dernières années. Mon ennemi à moi, c'est bien l'oligarchie et la finance prédatrice qui est derrière elle, qui détruit la France et donc
notre ennemi premier, c'est Emmanuel Macron, qui en est le représentant, car il sert peut-être plus les intérêts de BlackRock que les intérêts de la France. Nous venons le chercher pour reprendre le contrôle. Assez attendre l'accalmie, assez manger le pain des larmes. Comme disait Aragon, chaque jour peut être un nouveau Valmy. Vive la France, et comme le clamaient nos conscrits de l'an 2 victorieux, vive la nation. Je vous remercie.